Donc, si tout le monde m'entend bien, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, on va commencer la partie la plus excitante, je dirais, même si déjà la semaine dernière, c'était plutôt assez sympa, les histoires de Switch sur les réseaux locaux. Aujourd'hui, on va parler de la couche réseau. D'accord? Donc, on remonte. D'accord? On a fait la couche physique, un peu emmerdante. Bon. On a fait la couche liaison, où on a compris que typiquement, on fait du contrôle d'accès et on introduit des équipements qui doivent s'intercaler de manière transparente. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la couche réseau qui va nous mobiliser pour au moins 3 semaines. Vous voyez, c'est quelque chose de très important dans Internet, d'accord, puisque Internet aujourd'hui est le réseau de prédilection de tous. Il faut savoir que par le passé, d'autres réseaux existaient, des réseaux de données, tels que Transpac en France, d'accord, mais que tous ces réseaux ont cédé la place à Internet. Donc pourquoi on va rester au moins 3 cours? Parce qu'on va parler des adresses IP qui sont excessivement importantes, des paquets qu'envoie IP, donc le format des messages. C'est ces paquets-là qu'on encapsule dans une trame Ethernet. Vous vous rappelez quand on disait qu'une trame Ethernet peut encapsuler jusqu'à 1500 octets, ben, ces 1500 octets, c'est généralement IP, parce qu'au-dessus d'Ethernet, on a IP. Donc c'est ce protocole-là. En plus du protocole IP, on va parler d'ICMP qui est une adjonction, d'accord, qui permet de faire du diagnostic d'erreur. Sinon, IP, lui, est muet. Donc si quelque chose se passe mal, on peut rien savoir de ce qui s'est passé. Donc on a rajouté un petit protocole qui le fait. Et on va parler également de comment on configure une machine, puisque ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin d'une adresse IP plus d'autres informations et qu'il faut donc utiliser d'autres mécanismes pour pouvoir configurer les machines. Parce que heureusement, tout ne se passe pas manuellement. Donc si c'est dynamique, il faut qu'on ait des outils pour le faire, des protocoles tels que DHCP, et on va le voir en dernier. D'accord? Donc voilà, donc rappelez-vous, ce qu'on a dit, c'est ce qui est censé faire un réseau, d'accord? C'est typiquement acheminer des données entre deux machines d'extrémité, qui peut être un client, que je représente ici, et un serveur. D'accord? Et au milieu, on a des routeurs, et vous avez vu dans le premier TD la raison pour laquelle, eh bien, comme on ne peut pas véritablement connecter en direct toutes les machines sur le réseau, mais on passe par un réseau d'interconnexion dans lequel on va introduire des routeurs qui se situent au carrefour des liaisons. Et du coup, leur rôle, puisqu'on a plusieurs chemins possibles, c'est d'acheminer un paquet en fonction de sa destination vers, euh, vers la destination, justement. D'accord? Ici, l'adresse 888. Donc, bien évidemment, on va également spécifier notre adresse qui nous permet donc de recevoir une réponse. Donc, attention, ces adresses, c'est ce qu'on appelle les adresses IP, qui n'ont rien à voir avec les adresses MAC, puisque les adresses MAC sont uniquement locales. Elles permettent de faire des échanges sur des réseaux locaux, d'accord, de machines directement connectées entre elles. Dès lors qu'il va falloir maintenant passer d'un réseau vers un autre, distant, eh bien, on doit rajouter donc une couche supplémentaire qui est la couche IP, plus une adresse supplémentaire qui est l'adresse IP. D'accord? Donc voilà, donc ici, IP envoie des paquets, d'accord, qui vont être encapsulés dans les trames, bien évidemment, hein, pour faire l'envoi de proche en proche. Mais cependant, le choix des différents sauts que l'on va prendre est réalisé par IP. Alors, IP, donc, c'est la couche réseau, numéro T3, et bien sûr, là, il y a un bug, c'est la 2. Ah mon Dieu, c'est pas possible, je les ai relus ce matin. Bon, couche numéro 3, au-dessus de la couche liaison, on a vu principalement la couche MAC avec Ethernet et le Wi-Fi. D'accord? C'est ce qui se passe sur votre téléphone, hein. Que vous communiquez en Wi-Fi, en 3G, en 4G ou quoi que ce soit. Exactement, donc ça, c'est une très bonne question, Jimmy. A-t-on véritablement besoin des adresses MAC si on a une adresse IP? Ben, je vais essayer de vous prouver dans le cours prochain, hein. Désolé, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour le dire, pourquoi on a quand même besoin des deux. Mais en théorie, Jimmy, tu as entièrement raison. Si on a une adresse IP qui est unique, normalement, on n'aurait pas besoin d'adresse MAC. Mais on va voir en quoi est-ce que ça améliore les choses d'en avoir un. D'accord? Donc, effectivement, donc ici, on est au niveau de la couche réseau, la couche 3, et on va voir que dans la couche 3, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va passer 3 semaines dessus. On a le protocole en lui-même, et là, on va aujourd'hui parler du format des adresses. La semaine prochaine, on va parler des paquets, et également comment les paquets sont traités. D'accord? Donc ici, j'ai un paquet qui arrive avec l'adresse destination. Il va falloir l'acheminer, et d'ici 3 semaines, on va voir que les routeurs ont également besoin d'une table pour identifier sur quelle interface, puisque les routeurs ont plusieurs interfaces, envoyer un paquet en fonction de sa destination. Donc, ça, c'est bien évidemment pour cela qu'on doit connaître les adresses avant, et que d'autre part, pour construire cette table, on va avoir besoin de protocoles de routage si on ne le fait pas de manière statique.
Donc, c'est pour ça que vous voyez 3 blocs, hein. Protocole, où on a un certain nombre de choses, adresse, paquet, traitement des paquets. On a besoin d'une table. La table a besoin de protocole de routage, d'accord? Et on va voir qu'en plus de tout cela, on va rajouter également ICMP qui permet de faire du diagnostic. Donc, vous voyez, c'est une couche assez grosse, d'accord? Même si les tâches accomplies sont accomplies de manière très simple, d'accord? Donc, aujourd'hui, le but, c'est bien évidemment de parler des conventions d'adresse. C'est bon pour vous? Ce plan un peu d'ensemble? C'est ça qui est compliqué en réseau, c'est qu'il faut avoir une vision globale et ensuite rentrer dans le détail. Toujours faire 3 pas en arrière pour avoir le schéma en entier et ensuite se focaliser sur les détails. D'accord? Et on ne comprend pas l'ensemble grâce aux détails. Il faut avoir compris l'ensemble avant de pouvoir passer aux détails. D'accord. Donc aujourd'hui, adresse IP. Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que je peux continuer? Oriana, tout va bien? Clément? Nicolas? Loa est toujours là. Mathilde, Manon, merci. Florian, merci. Kiam, merci. Nicolas, merci. Allez, je vais voir sur l'autre écran. Alex aussi, Mohamed, merci. Dylan. Allons-y sur les adresses IP. Donc, tout le monde en a entendu parler. D'accord? Vous êtes propriétaire d'une adresse IP. Au même titre que vous avez un numéro de téléphone qui vous appartient du fait d'une carte SIM. D'accord? Vous, chez vous, avez une adresse IP. Votre téléphone a une adresse IP lorsqu'il est connecté en Wi-Fi ou même en 4G. Donc, d'où vient cette adresse? D'accord? Qui vous la donne? Qui l'a choisie? Quand est-ce qu'elle change? Etc. Donc, toutes ces questions-là sont des questions fondamentales. D'accord? Et donc, pourquoi on en a besoin? Donc, déjà, le pourquoi de l'adresse, c'est qu'on a besoin d'avoir un identifiant de tous les nœuds du réseau. Au même titre que si vous voulez m'appeler, il faut connaître mon numéro de téléphone. Ben là, pour connecter une machine sur Internet, il faut connaître son adresse IP. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais généralement, il suffit de connaître le nom. Oui, mais attention, le nom est traduit sous la forme d'une adresse grâce au DNS qu'on verra plus tard. D'accord? Mais l'IP sert à identifier les machines. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir envoyer des données vers les machines. Et pour envoyer les données, il faut identifier qui est la destination. Comme lorsque vous voulez passer un appel, on compose un numéro de téléphone. Et bien évidemment, en même temps que vous spécifiez l'adresse de la destination, vous allez également spécifier votre adresse pour que quelqu'un puisse vous répondre. Donc, d'où le fait qu'on ait destination et source. Et tout ça dans un même paquet. Donc là, aujourd'hui, on va parler un peu de comment on gère l'adresse, mais principalement comment elle a été conçue. D'accord? C'est-à-dire que quelle est sa longueur? Pourquoi avoir choisi 32 bits? Bon, la longueur, ça nous permet de donner une quantité d'adresses données. Si on a 32 bits, c'est qu'on en a 2 puissance 32. D'accord? Donc longueur pour le nombre d'adresses au total, puisque tout le monde doit en avoir une unique. Ensuite, qui va attribuer les adresses? Qui a le rôle de me donner une adresse? Mon numéro de téléphone, c'est SFR, Orange ou Free, selon l'abonnement que je choisis. Donc eux vont m'envoyer une carte SIM avec une IP, avec un numéro de téléphone. Dans IP, c'est un peu pareil. Ça dépend de mon fournisseur, ça dépend du réseau auquel je me connecte. Si je suis sur le campus de Sorbonne, les administrateurs de Sorbonne, automatiquement, vont m'attribuer une IP qui appartient au pool d'adresses de Sorbonne. Si vous êtes chez vous, d'accord, et si vous êtes chez Free, par exemple, eh bien, c'est Free qui va vous donner votre adresse IP. Okay, donc, tout dépend de où je me connecte et tout dépend de quel réseau, de l'opérateur du réseau, d'accord, celui qui l'administre. Donc, voilà comment j'attribue les adresses. Donc, je ne les choisis pas moi-même, hein, je n'ai pas le droit. Et contrairement aux adresses MAC, qui, on l'a vu, sont vissées en dur, sont hardcodées par le constructeur sur la carte, suite à une autorisation de l'I3E, ici, pour IP, et on va voir que typiquement, ce sont les adresses qui dépendent de fournisseurs d'accès, qu'on appelle FAI, fournisseur d'accès Internet, ou ISP, pour, en anglais, Internet Service Provider. OK, ensuite, une fois que l'adresse a été choisie, comment est-ce qu'on me l'attribue? D'accord? Comment est-ce qu'on va dire que telle adresse va à telle machine? Et ensuite, moi, en tant que machine, lorsque je me connecte au réseau, il faut que je trouve un moyen de découvrir quelle est cette adresse IP. OK? Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles on va répondre. Et ensuite, si je veux me connecter à une machine sur le réseau, comment faire pour connaître l'adresse de cette machine? Pour un numéro de téléphone, à l'époque, on avait les pages jaunes ou les pages blanches. D'accord? Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compromis à cause des 06 et 07. D'accord? Mais c'est un principe où quelqu'un doit me donner cette adresse, doit m'informer de quelle est l'adresse d'une destination. Donc, il y a forcément une indirection où, si je connais le nom de la personne, je peux demander son numéro de téléphone. Ici, c'est pareil. Si je connais le nom d'un serveur, je dois avoir un mécanisme dans Internet équivalent d'annuaire qui me permette de connaître l'adresse IP. D'accord? Bon.
Donc, si on essaie de comprendre déjà la structure des adresses IP, on va essayer de faire un parallèle avec les adresses postales et les adresses et les numéros de téléphone. C'est des choses que vous connaissez très bien. Et donc, on va essayer de voir la conséquence de comment elles ont été structurées. D'accord? Donc, comme vous le savez, en France, généralement, on commence toujours par la localité ou le département, auquel on va rajouter le code postal, où on retrouve le département sur les deux premiers chiffres. Et enfin, si c'est des grandes villes telles que Paris, Lyon, Marseille, l'arrondissement. Ensuite, la voie, c'est-à-dire la rue, l'avenue, etc., avec le nom, ici Plage du Cieux, le numéro. Ensuite, éventuellement un complément, s'il y a plusieurs occupants à ce numéro-là, plus la personne qui occupe ces lieux. D'accord? Donc, comme vous voyez, il y a quelque chose de hiérarchique. C'est-à-dire que je commence de très large, la France entière, et je finis avec un destinataire. D'accord? Donc, il y a une hiérarchie. D'accord? Donc, j'ai la France découpée en localités, découpée en départements, les villes en arrondissements, les villes en rues, les rues en numéros, les numéros en étages et appartements. D'accord? Donc, il y a une hiérarchie ici. Pareil, d'accord? Donc, on peut remarquer qu'ici, bien évidemment, attribuer une adresse, ça dépend de dans quelle ville je suis, quelle rue, quel immeuble. Donc, tout ceci fait que, typiquement, le territoire est découpé en zones, d'accord? Et finalement, lorsque je donne une adresse, ça dépend justement de ce découpage en zones. Bon, continuons avec les numéros de téléphone. Donc, attention, moi, je veux me concentrer sur les numéros de téléphone géographiques et non pas ceux qui sont non géographiques tels que les 06, 07 ou 08 et autres. D'accord? Donc ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, même si ces numéros existent. Mais d'une manière générale, d'accord, les numéros de téléphone filaires, eh bien, en France, vous voyez que les deux premiers chiffres indiquent la région à laquelle j'appartiens. D'accord? Donc, les numéros de téléphone ne sont pas aléatoires. Ils dépendent de la région où, finalement, je m'abonne. Ça, c'est important. Et d'autre part, ça se retrouve aussi au niveau mondial. Pour quelle raison ça se retrouve au niveau mondial? Tout simplement, puisque vous savez, normalement, si vous êtes censé passer un numéro de téléphone, vous êtes censé mettre au total, d'accord, toutes les informations. C'est-à-dire que ce que vous devez mettre, vous devez mettre le 00, l'indicatif du pays, sachant qu'il est découpé en deux, entendu? C'est-à-dire que l'Europe, c'est plus 33. Au sein de l'Europe, j'ai la France avec le 33. Vous voyez que finalement, le globe, d'accord, toute la surface terrestre a été découpée en zones et chacune de ces zones a récupéré un identifiant, d'accord, au début sur un chiffre, avec le 1 pour l'Amérique du Nord, le 5 pour l'Amérique du Sud, le 8 pour l'Asie, le 9 pour le Moyen-Orient, le 2 pour l'Afrique. Donc, vous voyez, tout ceci fait un premier découpage à un niveau. Au deuxième niveau, par exemple, si je regarde au sein de l'Europe, j'ai un numéro pour la France, 33, pour la Grèce, c'est 30, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un niveau de hiérarchie qui est excessivement important. Alors, ici aussi, comme pour les adresses postales, on retrouve une corrélation entre la valeur des numéros, ou comment ils sont affectés, leur hiérarchie, et l'organisation des zones géographiques, continents, pays, villes, etc. Donc, évidemment, la question à se poser, mais pourquoi est-ce qu'on fait se refléter, les numéros avec l'organisation du territoire? Pourquoi fait-on cela? Tout simplement, la réponse est simple, c'est que déjà, les destinataires, ce sont donc des personnes qui habitent dans des régions, et on sait que les régions sont organisées et découpées selon une organisation qui est pays, région, département, ville, etc. D'accord? Donc typiquement, ce que l'on va faire, c'est que sachant qu'on cherche à joindre une personne, on va la joindre en fonction de la région, du pays où elle appartient. Et donc ça veut dire qu'ici, lorsqu'on fait une adresse qui reflète ce découpage, eh bien ça va permettre d'améliorer dans les deux cas de figure, que ce soit le courrier ou les appels téléphoniques, ça va améliorer l'acheminement. D'accord? Puisque maintenant, lorsque je vais acheminer un appel, je vais regarder les premiers numéros. Est-ce que ça reste en Europe ou ça sort? Ça reste en Europe. Ensuite, je vais regarder 33. Est-ce que c'est en France? Oui, ça reste en France. Donc, l'appel doit être géré en local. Ensuite, je vais regarder les deux chiffres suivants. Est-ce que c'est un 01, 02, 03 pour savoir dans quelle région aller? Et donc, vous voyez, ces décisions-là sont prises sur des tables très petites.
Et ici, quand on fait l'acheminement, le plus important, c'est de traiter au plus vite les appels pour passer au suivant. Si maintenant, il faut que je scanne des tables entières avec des informations trop précises à ce stade-là, ça va ralentir la gestion des appels. Donc, quand je vais gérer un appel ou gérer un courrier, eh bien, pour aller très vite, il faut qu'on puisse résumer en très peu d'informations celles qui nous sont nécessaires pour gérer l'appel là où je suis. D'accord? Donc, à nouveau, quand je suis dans un pays, l'appel, il sort ou il reste. Donc, déjà, binaire, vous voyez, c'est très rapide. Donc, c'est ce que je cherche à faire. Donc, j'agrège les informations dont j'ai besoin en faisant refléter au niveau de la structure de mon adresse comment gérer ces appels ou ces courriers. Donc, ici, on le fait de manière hiérarchique, de façon à améliorer le facteur d'échelle, c'est-à-dire réduire les états nécessaires. Donc, d'accord, plus les adresses ont des choses en commun, genre leur code postal ou des choses pareilles, ben, plus rapide sera le traitement, puisque les états que je dois maintenir pour gérer ces appels sont courts. Okay, donc ça, c'est excessivement important. Et bien, devinez quoi? Dans Internet, avec les adresses IP, on fait pareil. On fait exactement la même chose. Donc, c'est rien de nouveau, d'accord? C'est quelque chose qui est standard depuis des siècles. Quand j'ai un système très complexe, je le découpe, je le structure hiérarchiquement, et lorsque je dois identifier les différents nœuds de ce système, ben, je vais faire en sorte que les nœuds sont regroupés dans des régions, d'accord? Au sein de chaque région, il y a un identifiant, un préfixe, quelque chose qui fait que je peux associer un nœud, son appartenance à cette région-là. D'accord? Si je vous donne mon nom, vous êtes incapable de savoir dans quel pays je vis. Si je vous donne mon numéro de téléphone, là, vous le savez. Je vous donne mon adresse, là, vous le savez. Et donc, il est plus simple d'acheminer les informations en se basant sur mon numéro de téléphone ou mon adresse plutôt que mon nom. D'accord? Donc, très simple. Alors, les adresses IP, justement. Déjà, bon, bah, quelques informations importantes avant qu'on rentre dans le détail de leur hiérarchie. Comment est-ce qu'elles sont hiérarchiquement attribuées, d'accord? Et comment l'Internet est divisé. Bon, ça, on le sait déjà, hein, puisque dans le nom, c'est déjà dit. Internet, c'est une interconnexion de réseau. D'accord? Bon, ça, on sait déjà. Donc, une adresse, donc, quand on est en V4, c'est 32 bits. Ce qui veut dire qu'au total, on a en théorie 2 puissance 32 adresses. Aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, d'accord, c'est classique, on n'a plus assez d'adresses, elles ont déjà toutes été consommées. Et c'est pour cela que la prochaine version, qui est déjà en cours d'utilisation, mais de manière pas forcément systématique, qui est IPv6, elle est sur 128 bits. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a vraiment poussé plus loin pour traiter toutes les demandes aujourd'hui qui proviennent de tous les équipements qu'on cherche à connecter à Internet. Okay, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement électrique ou électronique est systématiquement connecté à Internet. Que ce soit un cuiseur de riz, que ce soit un aspirateur, d'accord, on rajoute une connexion Internet partout. Donc, dès que c'est électrifié, c'est connecté à Internet. C'est comme ça. Donc, d'où le besoin d'avoir des adresses plus longues. Donc, d'accord, les 32 bits avaient été définis dans la fin des années 60-70. À cette époque-là, on pensait que c'était déjà énorme. D'accord? Très important, donc, comme on a dit, hiérarchie. Donc, au même titre que nos numéros de téléphone, d'accord, sont découpés en deux avec un indicatif pour l'Île-de-France et les 8 autres chiffres qui, eux, identifient le numéro. Ben, dans Internet, on a le même découpage. L'identifiant de la région, c'est ce qu'on appelle l'identifiant réseau. Donc, c'est les premiers bits de mon adresse, qu'on appelle aussi le NetID, ou Network ID. Et c'est ce qu'on appelle aussi, si on complète avec des zéros, d'accord, c'est l'adresse réseau sur 32 bits. On l'appelle aussi préfixe. Donc ça, c'est des synonymes que je vais utiliser de manière interchangeable dans ce cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le fait qu'ici, la partie suivante, c'est le host ID, d'accord? L'identifiant de la machine au sein du réseau. Donc maintenant que je sais à quel réseau la machine appartient, je vais regarder son identifiant de machine qui doit être unique dans ce réseau-là. Donc hiérarchie. Alors, petit aparté, l'identifiant machine, il y a deux valeurs qui sont réservées que je ne peux pas utiliser pour numéroter une machine. C'est la valeur tout à zéro, qui permet donc d'identifier l'adresse réseau. Donc, le préfixe, le NetID avec que des zéros derrière, ça forme l'adresse réseau, donc ce n'est pas une adresse de machine. Et si je mets que des 1 à la suite du préfixe, c'est l'adresse qui permet de faire du broadcast sur un réseau IP. Donc, au sein de ce réseau-là, si j'envoie un paquet avec que des 1 dans le host ID, ça permet d'inonder toutes les machines au sein de ce réseau-là. Attention, ça ne sort pas à l'extérieur. Ça reste cantonné.
En notation, donc quelque chose d'aussi assez important, hein, notation, qu'est-ce qu'on a? On a IPv4, d'accord? Et IPv4, ben, typiquement, on fait quoi? C'est 32 bits. 32 bits, c'est combien d'octets, s'il vous plaît? Allez, on chatte. Combien d'octets, 32 bits? Il faut diviser par combien? Par 8, donc ça en fait 4, d'accord? 4 fois 8. Donc les 4, ce qu'on va faire, c'est que chaque octet, on va les convertir en décimales et on va séparer chaque octet par une valeur décimale. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait, on est bon. Et donc là, je vous dis que dans cette adresse, les 2 premiers octets, ça identifie le réseau. Le host ID, lui, c'est les 2 derniers octets. Ce qui veut dire que je peux déduire 2 adresses. Donc l'adresse de réseau, c'est la 227.0.0. Donc ça, c'est l'adresse de réseau. Et l'adresse de broadcast, s'il vous plaît, c'est quoi du coup? Qui peut me la donner là rapidement au chat? 225, 225, 225. Alors, tu 250. avais presque. Ouais, 255. Parfait. Merci pour ta réponse. Effectivement, c'est tout à 1. Donc, ça, les conversions décimales, d'accord? Ça veut dire 8 bits à 1. Alors, si vous n'êtes pas capable, c'est des valeurs que vous devriez apprendre par cœur. Donc, comme vous le voyez, d'accord? Préfixe, tout à 0, l'adresse de réseau. Tout à 1, c'est l'adresse de broadcast. On est d'accord avec ça? Je peux continuer, jeunes gens? Ryan, Ibrahim, Boris, c'est bon. Merci Soutil, merci Ashraf, Ibrahim, Jean-Marc, Elio, Mohamed. Alors, je suis pas capable de voir tout le monde à l'écran, mais Mathilde, Ludovic, Manish, Amira, merci beaucoup. Dylan et Margot, Maud, Florian, Manon. Ok, allons-y. Donc, très bien. Donc, maintenant qu'on sait comment sont structurées les adresses IP, donc deux parties, d'accord? Un peu comme les numéros de téléphone. Donc là, j'imagine que personne n'est perdu, d'accord? La seule information qu'on n'est pas encore donnée, et je vais faire durer le mystère, je suis désolé, c'est, mais monsieur, mais combien je vais donner? Dans les numéros de téléphone, c'est de 8. En IP, c'est combien? Elle est où cette frontière entre identifiant réseau? Attendez, ça va se complexifier un peu. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est prédéterminé, d'accord? Et je vais vous le dire à chaque fois. Donc, comment attribuer des adresses IP? On a dit qu'on doit trouver l'équivalent des pays, des régions, des villes dans un réseau, tel que Internet. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle? Ce qu'on sait, d'accord, c'est que un réseau Internet, c'est des machines interconnectées entre elles, des machines sur des réseaux. Chaque réseau forme une liaison physique et je vais interconnecter ici par des routeurs, d'accord, ces différents réseaux. Et évidemment, ici, on l'a déjà dit, hein, je peux avoir des switches aussi, hein, qui étendent la portée de mon réseau local. D'accord? Et ça, c'est transparent. Moi, ce que je regarde, c'est quels sont les routeurs qui interconnectent des réseaux entre eux. D'accord? Donc là, j'en ai représenté, bon, bien évidemment, j'en ai un. Les WAN aussi sont des réseaux, hein, ici, hein, des réseaux locaux. Mais il n'y a pas de machine. Donc, du coup, il y a 4 réseaux, dont 2 d'extrémité avec des machines. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Vous rappelez que l'attribution des adresses, c'est comme les numéros de téléphone, on va les attribuer de manière hiérarchique, de façon à rendre l'acheminement ici des paquets et non pas des appels efficace, rapide, avec des états petits. Donc, comment faire cela? Comment est-ce qu'on fait? Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la hiérarchie des adresses. On va commencer par attribuer un préfixe à chacun des réseaux. D'accord? Et une fois qu'on a défini quel sera le préfixe de ces deux réseaux, donc ça veut dire qu'il n'y a que des zéros à la suite, hein, eh bien, le host ID pour ces deux réseaux eh bien, sera choisi de manière unique pour chacune des machines au sein de ce réseau-là. D'accord? Donc ça, c'est une attribution hiérarchique. Donc, donnons-nous une convention. Voilà, ce qu'on va dire, c'est que à gauche, on va donner le préfixe qui est long de 3 octets. Pareil à droite, avec un préfixe qui est différent. Donc là, j'ai le préfixe 123.0, ici 5.6.7. Donc le host ID, il est sur combien de bits, s'il vous plaît? Oula, il est sur combien de bits le host ID ici, dans ce cas-là? Puisque j'ai 24 pour le net ID, pour l'identifiant réseau, pour le préfixe. Donc ça, c'est mon adresse réseau. J'ai exactement Loulia, Florian, exactement. Alors Hainam, non, tu t'es trompé de tout, je pense. Mohamed, c'est tout à fait ça. Donc on est sur quoi? On est sur un octet, soit Bibi. Donc là, j'ai déjà complété les adresses des machines de gauche. Là, je le fais pour les machines à droite. D'accord? Et donc voilà. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Vous allez me dire, bah écoutez, regardez maintenant.
Vous le savez, les routeurs doivent gérer les paquets qui partent de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. On l'a dit, pour pouvoir acheminer les paquets, j'ai des tables. Dans ces tables, je vais lister les destinations avec l'interface sur laquelle envoyer les paquets. Donc là, j'ai deux choix. Là, j'ai deux choix. D'accord? OK, on est d'accord avec ça? Donc voilà, donc c'est le genre de choses qu'on va essayer de faire. OK? Donc ici, j'ai besoin d'une table. Alors, a priori, on a deux choix dans les tables. Soit je vais lister l'ensemble des machines, mais est-ce que c'est nécessaire de le faire à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin de mettre une entrée par machine? Ou est-ce que je peux réduire la taille de la table en mettant des informations différentes? J'ai besoin de combien d'entrées au minimum dans ce cas de figure? Allons-y, lâchez-vous sur le chat. Oui, j'en ai besoin que de deux, comme beaucoup de gens le disent sur le chat, incluant Florian, Oriana, Ibrahim, Ashraf. Regardez pourquoi. Ben, parce que tout simplement, si maintenant dans ma table, je mets tout simplement l'information suivante, regardez, hop, le routeur, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est toute adresse dont les trois premiers octets est à 1, 2, 3, ça va à gauche. Toutes les adresses que je reçois, dont les trois premiers octets sont 5, 6, 7, quel que soit le dernier octet, vont à droite. Donc, qu'est-ce qui reste? Deux entrées. Et ça me suffit. Donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir une entrée par machine, j'ai résumé l'information grâce au préfixe, d'accord, en ici deux entrées. Donc, a priori, au lieu d'avoir une entrée par machine, j'ai autant d'entrées que de réseaux. Donc, ça résume beaucoup des choses, puisque sur chaque réseau, je peux avoir beaucoup de machines. Et tout ça, pourquoi? Parce que au début, j'ai attribué les adresses de façon à ce que toutes les adresses qui commencent par 1, 2, 3 soient situées au même endroit. Maintenant, si j'avais pris cette machine et que je l'avais collée ici, 1, 2, 3, 9, est-ce que ça marche maintenant, cette table? Alors, mettez un pouce si ça marche, applaudissez si ça marche plus, si je m'étais autorisé ce genre de pratique. Et non, ça marche plus. Comme je me suis donné comme règle ici d'attribuer ces machines uniquement, ces adresses uniquement à ces machines au niveau de ce réseau, ça fonctionne. C'est comme les numéros de téléphone. Quand c'est 01, ça ne peut pas être en Bretagne, ça ne peut pas être à Marseille. C'est à Paris. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, je ne sais plus comment gérer les appels. Et si je m'autorisais un truc aléatoire, l'étape serait, dans ce cas-là, j'aurais eu besoin d'avoir autant d'entrées que de machines. Alors pourquoi ne pas simplifier, nous dit Dan, avec un bit, un chiffre, on va à gauche. Ah bah oui, alors c'est une très bonne remarque, Dan. Dans le cas présent, on aurait pu. Un bit aurait suffi. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord? Mais on l'a bien compris, dans Internet, on n'a pas que deux réseaux. D'accord? Donc c'est pour ça que généralement, on ne prend pas un seul bit, mais plusieurs bits. Mais ta remarque est super pertinente. Pas de souci. Merci de l'avoir posée. Alors, donc, ce que je ne vous ai pas montré, désolé, hein, je me suis emporté, mais d'autres. Ah, purée, l'animation, elle va toute seule ou quoi? Et non, je ne suis pas sur le bon transparent et je ne sais pas comment revenir en arrière. Voilà. Et donc, une autre chose qui est assez miraculeuse, et ça c'est très important, c'est que, comme on l'a dit, les tables ne contiennent que les adresses réseau. Ce qui veut dire que si jamais je supprime une machine ou si j'en ajoute une nouvelle, est-ce qu'il faut que je mette à jour les tables? Est-ce que j'ai besoin de les mettre à table? Les mettre à jour. Bon, je commence à avoir faim. Alors dites-moi, est-ce que j'ai besoin? Ben non, j'ai pas besoin. Ben non, j'ai pas besoin, puisque c'est transparent. Pourquoi? Parce que demander au routeur de faire une mise à jour, ça veut dire que moi, je dois informer le routeur, qui va informer ce routeur, qui va informer tous les routeurs de l'Internet, parce que tout le monde a besoin d'avoir une table pareille. Donc, s'il fallait qu'une mise à jour en local se traduise par des changements dans les tables, il faut informer tout le monde du changement. Et alors là, c'est le bazar. Ça crée des messages que je dois envoyer partout. Alors que là, modification locale, pas de changement au niveau des tables. Un autre aspect, donc on a parlé, la taille, le fait qu'il n'y a pas de mise à jour intempestive. Troisième point, c'est quoi? C'est que maintenant, la topologie d'un réseau est totalement masquée. C'est-à-dire que en regardant la table, je ne peux pas connaître le détail des machines qui y sont connectées. Donc, ça veut dire quoi? Ça permet de rendre la topologie plus confidentielle, masquée. Pourquoi c'est bon? Parce que, on peut éviter les attaques. Parce que connaître l'adresse exacte du machine IP sur un réseau, c'est dangereux. Donc là, on peut totalement le rendre transparent. Il va falloir que je me tape un par un toutes les adresses possibles pour savoir qui est réellement connecté. Et d'autre part, par exemple, une entreprise, elle n'a pas forcément envie de savoir combien de machines
elle a acheté et ils sont connectés à Internet parce que ça donne une information sur sa santé financière. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas envie de divulguer. Donc vous voyez, donc être capable de masquer des informations de topologie, d'accord, c'est important pour certaines entreprises, certains réseaux. D'accord. Donc là, trois objectifs atteints grâce à un, la hiérarchie et l'attribution des adresses. Un, les tables sont petites. Deux, et parce qu'elles sont petites, ça veut dire que pour les parcourir, c'est très rapide. C'est pas tellement un problème de mémoire. La mémoire, ça coûte rien aujourd'hui. Mais c'est plus le parcours de la table, puisque lorsque je reçois un paquet, il faut que, j'y reviens Benoît. Donc, comme je le dis, la taille d'une table, d'accord, va indiquer le temps que je vais mettre pour la parcourir. Plus elle est petite, plus c'est rapide. Donc, plus le paquet va partir vite. D'accord. Donc, taille des tables, un. Et principalement, traitement des paquets, du coup. Deux, un changement en local n'a pas besoin d'être répercuté sur les tables des routeurs. Ce qui veut dire qu'un changement en local ne crée pas de mise à jour à travers tout le réseau. Ça permet d'éviter des messages de contrôle qui, dans ce cas-là, auraient complètement assombri la bande passante de tout mon réseau. Et trois, si je regarde la table, est-ce que je connais le détail des machines qui sont connectées? Est-ce que je peux savoir qu'il y a 3 machines connectées et une quatrième qui vient d'arriver? Non, je ne peux pas le savoir en regardant la table d'un routeur à distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de mon point de vue, c'est totalement opaque. De l'extérieur, je ne sais pas ce qui s'y passe. Et donc ça, c'est très important de pouvoir masquer quelles sont les machines réellement connectées. Un, pour éviter les attaques, parce que lorsque j'attaque, c'est pas un réseau, c'est une machine. Donc là, si je ne sais pas quelles sont les machines, ça marche pas. D'accord? Et pareil, une entreprise, elle se porte bien quand elle a beaucoup d'employés et qu'elle a le moyen de les équiper avec des PC. Ben, plus il y a de PC, plus il y a d'employés, plus l'entreprise se porte bien, plus elle recrute. Et donc ça, ben, il y a certaines entreprises qui n'ont pas envie que vous sachiez comment vont le business, quoi. C'est compris, Benoît? C'était le troisième point que je viens d'aborder pour lequel tu me posais la question. Bon, j'espère que c'est passé. Allons-y. Donc, juste pour vous montrer quel aurait été ici l'impact que d'avoir non pas du hiérarchique, mais le contraire de hiérarchique, c'est ce qu'on appelle plat. En anglais, c'est flat. Bon, c'est comme ça. Hein. Hiérarchique, c'est un arbre. Ben, quand il n'y a pas de hiérarchie, c'est plat. Hein. On est d'égal à égal au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit plat. Tout le monde comprend le plat. Et à nouveau, j'ai faim, donc il vaut mieux pas que je répète ces mots-là. Mais on est d'accord avec la notion de hiérarchique et plat, c'est bon? Ok, merci Soutil. J'espère que tout le monde voit pourquoi on parle de plat. Et c'est le cas des adresses MAC. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que lorsque l'adresse MAC est attribuée, elle n'est pas attribuée lorsque je me connecte au réseau. Elle est attribuée par le constructeur. Est-ce que le constructeur peut savoir où est-ce que la machine sera connectée? Non. Donc ça veut dire que typiquement, les adresses sont totalement aléatoires. D'accord? Elles n'ont rien en commun du fait d'appartenir au même réseau, puisque l'attribution se fait à la construction de la carte. Donc, quand j'achète mon ordi, je ne dis pas au constructeur, ah, je veux le connecter à Sorbonne ou je veux le connecter chez moi. Non, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que typiquement, les adresses ne partagent aucun bit en commun lié à leur topologie. On l'a déjà dit. Les premiers octets, c'est le constructeur, mais le constructeur, ça ne dépend pas de mon réseau. Donc, du coup, ça veut dire que si je regarde les fameuses tables, ici, c'est des switches. Hein. Vous avez vu, là, elles sont carrées, donc c'est des switches. Combien d'entrées dans chaque table, s'il vous plaît? Dans le pire des cas, si tout le monde communique ensemble, il y en a autant que de machines. Donc, ça veut dire qu'ici, oh là, je suis désolé, hein, j'ai le doigt trop gros. Donc voilà. Donc ça fait qu'il me faut autant d'entrées qu'il y a de machines sur mon réseau. Et ça, c'est lié au fait que l'adresse est plate et qu'elle ne reflète pas la topologie du réseau. Et c'est exactement ce qu'on évite dans IP. Donc, juste pour répondre à la question de Jimmy qui me disait, mais les adresses MAC suffisent, tu vois que les adresses MAC, elles ne passent pas le facteur d'échelle. S'il fallait que mes adresses MAC soient disponibles à l'ensemble de l'Internet pour traiter des données, non pas en interne sur un réseau local, mais sur tout Internet, on aurait des tables gigantesques. D'accord? Donc, avec IP qui, lui, est hiérarchique, ça permet de mieux structurer les choses. D'accord? Est-ce que je peux passer à la suite, jeunes gens, ou vous avez des questions là-dessus? J'espère que j'ai perdu personne. Boris est là, Antoine, Lina, Elio, Ludovic, toujours là, Nicolas, Jimmy, bien sûr, Amira. Je n'ai même pas besoin de regarder les doigts parce que Benoît, Ashraf et tout ça, c'est toujours nickel. Merci. Merci, Rainam. C'est les gens qui sont sur Linux. Merci, Myriam. Allons-y. Donc, on a parlé donc du fait que être hiérarchique, ben voilà, ça a beaucoup d'avantages. On a déjà listé 3 avantages. Vous vous rappelez, chose que l'on n'a pas avec les adresses MAC. Donc, tout le secret ici, c'est de se dire que, comme les numéros de téléphone, j'ai un préfixe. Les numéros de téléphone, leur préfixe, c'est les 2 premiers chiffres.
Très bien. Là, on n'a toujours pas résolu le problème de savoir, OK, donc je sais qu'il y a un préfixe. Et jusqu'à présent, le prof, il a dit, bah, ça peut être, parfois, il a donné des exemples avec 24 bits, 3 octets, ou moins. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Bon, en tout cas, vous vous rappelez, les premiers bits, ce sont l'identifiant réseau. Donc, si je mets que des zéros ici, ça va me donner l'adresse réseau. Si je mets que des 1, ça me donne l'adresse de broadcast. Bon, là, c'est une adresse de machine, puisque c'est une valeur différente. Et donc, ça veut dire que toutes les machines qui appartiennent à ce réseau, donc ce que je fais, c'est que j'attribue un préfixe à un réseau, et ensuite l'administrateur va s'occuper de numéroter les machines de manière unique en se basant uniquement sur ces 5 derniers bits. Donc déjà, juste une question rapide, combien de machines je peux avoir sur un réseau? Quelle est la taille de ce réseau? Combien de machines en tout, s'il vous plaît? Alors, je dois faire le calcul parce que moi, je ne suis pas bon en puissance. Allons-y, je vous écoute. Alors, je fais le calcul. Donc, ça fait… Alors, il faut que je fasse des puissances. Donc, du coup, voilà. Oh, merde, j'ai oublié, j'ai loupé la touche, là. Je peux en avoir combien? Bah oui, 2 puissance 5, tout à fait. Non, mais jeunes gens, c'est 5 bits, on a dit. Donc, sur 5 bits, je peux en avoir 2 puissance 5, soit 32. Sauf que il faut que je retire quoi comme adresse? Les adresses 00 et 11. Donc, il en reste combien en tout? Il en reste 32. 30. On est d'accord? Exactement, Shems, Lina, c'était une excellente réponse. Margot, ta réponse est bonne s'il y en avait eu 8. Mais là, on n'en a pas 8, on en a 5. Il y a 5 bits. D'accord? C'est tout le monde a compris maintenant que vous avez vu les 5 bits? Bah, parce que là, dans l'exemple… Ah mince, oui, bah, d'accord, ok, non, mais c'est moi qui suis idiot. Ok, ben pardon. Je pensais que la valeur 5, c'était à taille. Non, c'est 8, donc ouais, je refais, blablabla, et en plus, je suis enregistré. Donc, 8 bits, vous aviez entièrement raison, c'est 2 puissance 8 moins 2, donc ça fait 255 moins 2, donc ça fait 250 quoi? Non, 2 puissance 6, c'est 256, et donc ça fait 254. Excusez-moi, moi, j'avais vu le 5, donc si on fait un préfixe ici qui est de 5, donc du coup, la réponse que je vous ai donnée, c'est là où elle devient valide, donc ça fait 30 machines. Si c'est 8, c'est 254. Désolé, j'ai été perdu par le 5, d'accord? Ouais, 256, mais moins 2, Rainam, parce qu'il faut retirer les adresses tout à 0 et tout à 1, puisque ces adresses sont réservées, je ne peux pas les attribuer à des machines. D'accord? Désolé pour le mix, mais voilà. Donc, toute la question, c'est de savoir maintenant, mais alors, où est située cette limite, donc que j'ai signalé en rouge ici, et donc, du coup, pour savoir quelle est la longueur du préfixe. Comment savoir? Et typiquement, si j'ai le choix, quelle est la bonne longueur? Bon, déjà, on a déjà donné un élément de réponse en voyant que là, du fait que ce soit 8, ça me donne la taille du réseau. Donc, typiquement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Éventuellement, c'est, connaissant la taille du réseau, faire déplacer cette frontière de façon à ce qu'elle puisse accommoder les machines que j'ai sur ce réseau-là. Déjà, premier élément de réponse. D'accord? Mais on va y revenir. Donc, à vrai dire, pour ce qui est de la longueur des préfixes, on a 2 méthodes. D'accord? Sachant que l'une est ancienne, c'est la préhistoire de l'Internet, et celle qui est à droite, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le CIDR en anglais. Le CIDR ou CIDR. Donc, commençons par l'exemple avec les classes. Et c'est ce qu'on faisait à l'époque. D'accord? Donc, ce qu'on faisait à l'époque, eh bien, on avait divisé les adresses en 3 classes. A, B, C. Et pour savoir à quelle classe appartient une adresse, je regarde la valeur du premier bit. Donc, si je vous donne l'adresse 10.0.0.0, c'est quelle classe? Il faut que je convertisse en binaire. Et 10 en binaire, ça fait 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est mon premier octet. Vous vous rappelez que chaque chiffre, c'est un octet. Et donc, quelle est la valeur du premier bit, s'il vous plaît? Quelle est la valeur du premier bit? Ruki a fait attention. Ouais, exactement, c'est 0. Donc, si c'est 0, le premier bit, c'est quoi la classe? C'est A. On est d'accord? Okidoc? Maintenant, si je vous donne une autre adresse, à savoir l'adresse 192.0.0,
point 0, point 0. 192, ça s'écrit comment en binaire, s'il vous plaît? C'est 128 plus 64 et que des zéros après. Donc, du coup, c'est quoi la classe de cette adresse? Alors, oui, ben, du coup, c'est quoi la classe de cette adresse, s'il vous plaît? C'est, puisque les deux premiers bits sont à 1. On est d'accord? Donc, voilà. Donc, connaissant l'adresse, je regarde la classe. Et maintenant, que me dit la classe? Parce que là, on a introduit un niveau intermédiaire. Merci, Camille. Ben, ce que nous dit la classe, elle nous dit que si tu as un bit à 0 ici, ça veut dire que c'est une classe A. Et si c'est une classe A, ça veut dire que le préfixe est codé sur 8 bits. Et que du coup, le host ID, il est codé sur combien de bits, s'il vous plaît? Si 8 bits, c'est pour le préfixe, 24. On est d'accord? Donc, vous voyez, très simple. Donc, ça veut dire 3 types de réseaux. Et comme vous le voyez, l'information qui est importante ici, bien évidemment, c'est de voir quoi? C'est de voir que typiquement, lorsque je suis sur chacun des réseaux, ça va me donner 3 tailles possibles. Là, j'ai 2 puissance 24 machines connectées, 2 puissance 16, et ici, j'en ai 2 puissance 8. Vous voyez, les plus petits réseaux sont déclassés. D'accord? Bon, bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que 3 classes, est-ce que ça suffit? Peut-être pas. Bon, ça, on va voir que du fait qu'ici, vous voyez que ici, j'en ai 256, et de 256, je saute à quelle valeur, s'il vous plaît? Ça vaut combien? 2 puissance 16, alors toujours moins 2, hein. 2 puissance 16, ça vaut combien, s'il vous plaît? 65 ou 3? 65 536. Donc, ça veut dire qu'entre 256 moins 2 et là, est-ce qu'il y a une classe intermédiaire, s'il vous plaît? Ben non, il n'y en a pas. Donc, du coup, ça veut dire que si vous avez un réseau avec 300 machines, vous êtes obligé d'utiliser quelle classe pour ce réseau-là? Je fais le calcul pour vérifier en même temps. Allez-y, dites-moi. Une classe B. Et vous voyez que du coup, je vais gaspiller 65 000 adresses, tout ça à cause de 300 machines. Donc, vous voyez que c'est pour cela que ça, c'est devenu, on le verra, totalement obsolète. Et qu'au lieu que ce qu'on fait aujourd'hui, on fait le CIDR. Et dans le CIDR, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va spécifier une information supplémentaire en plus de l'adresse. Et cette information supplémentaire, c'est une adresse particulière qu'on appelle le masque. Donc, en même temps que j'ai mon adresse, je vais être obligé de vous donner une information qui est le masque. Et ce masque, lequel est-il? Ben, c'est une information où tous les bits qui correspondent au préfixe ont été positionnés à 1. Donc, pour connaître la longueur, je regarde combien de bits au début ont été positionnés à 1. Et si ces bits sont à 1, ça me permet de savoir quel est le préfixe, la taille du NetID. Donc, ce n'est plus la classe, ce n'est plus les premiers bits, mais une adresse supplémentaire que l'on appelle le masque qui me permet de savoir quelle est donc l'adresse du préfixe. D'accord? Donc, on peut faire un exemple tout de suite, peut-être que ce sera plus simple. Donc, prenons le cas où on avait des classes. Si j'ai des classes, je vous donne une adresse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je convertis en binaire, je regarde la valeur du premier bit. Le premier bit étant à 0 ici. Pourquoi elles ne sont pas unies? Oui, on y viendra. Tout à fait, Louaï. Donc là, la classe c'est la classe A, puisque le bit est à 1, ce qui veut dire que du coup, j'ai 8 bits pour le host ID. C'est ce qu'on faisait avec les classes. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au lieu de regarder le bit pour connaître la classe, on est obligé de regarder le masque donné avec l'adresse. Donc, une adresse, il y a toujours son compagnon, hein, son masque. Donc ici, sans classe, il faut que je vous donne un masque. Donc là, voici le masque que je vous donne. Et donc, si je positionne les bits dans le masque et que je regarde combien il y en a, ben là, la valeur 248, d'accord, c'est 255 moins 7, puisque ça, hein, les 3 zéros ici, c'est la valeur 7. Donc, un calcul simple, c'est faire 255 moins 7 pour savoir que c'est 248. Donc, on voit qu'il y a combien de bits positionnés? Il y en a 5. Donc, ça veut dire que la longueur du préfixe ici est de quelle taille, s'il vous plaît? Elle est de 16 plus 5, soit 21.
D'accord? Donc, comme vous le voyez, maintenant, avec le CIDR, je ne regarde plus les premiers bits pour déterminer la classe, mais je vais être obligé de vous fournir non seulement l'adresse, mais également, en plus de cela, le masque. Et c'est grâce au masque que vous allez pouvoir déterminer la longueur du préfixe, qui, dans le cas des classes, est donné par la classe et les premiers bits. On est d'accord avec ça? On va continuer, mais juste, vous comprenez l'esprit, quoi. Alors, Mathilde, regarde. Le but, c'est de regarder le masque que l'on a donné. Le masque, on va récupérer tous les bits qui sont positionnés à 1 dans le masque. 248, ça s'écrit comme ça, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que 248, ça s'écrit comme ça? Mathilde? D'accord? Donc, les 248 se traduisent en binaire de cette façon-là. Tu fais le calcul, tu verras. Donc, du coup, on me dit quoi dans le masque? On me dit que tous les bits positionnés à 1, ça correspond à la longueur du masque. Ici, on en a 21 positionnés. Donc, ça veut dire que les 21 premiers bits de ton adresse sont celles du masque, du préfixe. On est d'accord, Mathilde? Alors, Jimmy, par convention, c'est le cas. Ça peut marcher aussi si c'est entrelacé. Mais généralement, on ne fait pas parce que c'est de la folie de le faire. Mais oui, Jimmy, généralement, tout à gauche est à 1, tout à droite est à 0. Mais on pourrait également faire un exercice où c'est entrelacé. Peut-être à l'examen pour s'amuser. Mais normalement, les gens ne sont pas fous. Mais ta remarque est juste, Jimmy. Normalement, on fait tout à gauche et tout à 1. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, même si les machines, c'est ce qu'on configure sur les machines, entre nous, entre utilisateurs, pour ne pas être obligé de recopier 32 bits à chaque fois, on a aussi le masque, ça identifie l'adresse du réseau, Youssef. C'est grâce au masque que tu connais quelle est l'adresse du réseau. Ici, l'adresse de réseau, il faut mettre tous ces bits à 0 du coup. D'accord? OK? Donc, du coup, ce qu'on peut faire pour avoir l'adresse réseau, justement, et c'est ce que tu vois ici, d'accord, c'est que les bits qui ne sont pas dans le préfixe, les bits qui étaient positionnés à 0 dans le masque, ça correspond au host ID. Et donc, c'est tout ce qui est à 0. D'accord? Donc, voilà, jeunes gens. Et si on avait quoi? Et si on avait 249, on aurait eu combien de bits? Bah, tu fais le calcul. Si c'était 249, c'est pas possible. Parce que si tu mets 249, ça te fait des zéros ici intermédiaires. Donc, du coup, on a dit, Mohamed, que par convention, on met tout à gauche. On les met tous à gauche. Donc, il n'y a pas des zéros qui s'intercalent. D'accord? Donc, ta valeur, elle est fausse. Est-ce que c'est d'accord, Mohamed? Si tu avais mis 249, tu aurais eu un 1 qui se trimballe après des zéros. Allô, allô, Mohamed? Bon, on a perdu Mohamed. Il n'est plus là. Alors, du coup, voilà ce que l'on a comme adresse réseau. Bon, bah, j'ai juste fait la conversion. Je vous laisse faire les calculs parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas bon en conversion binaire, c'est compliqué. Il faut déjà que vous réfléchissiez sur les conventions et ensuite comprendre le résultat. Alors, donc le CIDR, alors parce qu'il y a une personne qui m'a posé cette question-là, Dan, tu te rends compte que là, si tu devais intercaler des classes, d'accord, on a dit qu'une classe, si tu as n classes, alors je vais te les mettre en puissance, d'accord, pour répondre à ta question. Si tu as 2 puissance n classes, tu as besoin de combien de bits ici pour identifier la classe en début d'adresse? Si tu as n classes, tu as besoin de combien de bits pour identifier la classe, s'il te plaît? N bits. Donc, tu comprends que si tu as besoin de 20 classes, tu as besoin de combien de bits? Tu as besoin de 5. D'accord? Donc, tu vois, ça commence à empiéter beaucoup de bits qui vont être bloqués. Donc, on a préféré ne pas faire cette solution-là. Mais c'est une remarque pertinente. D'accord? Alors, à nouveau, pour comprendre le CIDR, un réseau, on va déjà commencer par lui donner un préfixe. Le préfixe va être donné de façon à ce qu'il puisse se justifier du point de vue du nombre de machines qu'il autorise. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'à nouveau, si on utilisait des classes, d'accord, une classe A, vous voyez, c'est des réseaux, un réseau avec plus de 16 millions de machines. Vous avez déjà vu, vous, des réseaux avec 16 millions de machines? Ça n'existe pas. Sachant qu'un réseau, c'est une université, une entreprise, une institution. 16 millions de machines? Pas possible. Même chez Apple, ils n'en ont pas autant.
Une classe B, c'est plus de 65 000 machines. Donc, je vous donne juste un exemple. À Jussieu, si vous avez vu les adresses, elles sont en 132.227.0.0 et je crois que l'autre, c'est à 134.227.0.0. Donc, ce sont deux classes B. Ça veut dire qu'en tout, je suis censé avoir plus de 130 000 adresses disponibles. Aujourd'hui, sur le campus, on n'en utilise que 10%. Et pourtant, c'est un gros campus. Hein. On n'en utilise que 10%. Donc, est-ce que c'était une bonne idée que de donner des classes B? Allô? Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir donné ça? Pas du tout. D'accord? Mais c'est historique. À l'époque où on a connecté le campus de Jussieu à l'Internet, il n'y avait pas le CIDR. On n'avait que les classes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le MIT a une classe A, Apple a une classe A, non pas parce que c'est des réseaux avec 16 millions de machines, c'est juste historique. D'accord? Et Sorbonne, plusieurs fois, on nous a réclamé les classes B parce qu'elles étaient trop grosses pour nous. Bon, ben, on s'est battu pour les garder. D'accord? Mais ce que ça veut dire que parmi toutes ces adresses, celles qui ne sont pas utilisées, on ne peut pas les utiliser ailleurs. Donc, on les gaspille. Donc, comprenez que ce n'est pas uniquement les 32 bits qui font qu'on n'a pas assez d'adresses, c'est aussi que cette attribution-là, ouais, mais là, c'est boubou, là, c'est trop, c'est pas trop qu'on en a, c'est incroyable. Donc, voilà. Donc, du coup, vous voyez, les classes, c'est vrai, c'était vraiment une mauvaise idée. Mais à l'époque, on ne se rendait pas compte des choses dont on aurait eu besoin. OK. Donc, à nouveau, ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'avoir une classe, on va déterminer la longueur du préfixe qui est la bonne en se basant sur le calcul. Si j'ai n-2 machines, ben, il me faut du coup un préfixe. Si on a 2 puissance 32 moins n machines, alors pourquoi moins n? Ah oui, non, mais ça, c'est pour le préfixe. Peu importe, si on a 2 puissance n moins 2 machines, d'accord, je ne comprends pas pourquoi là j'ai mis moins 2, mais bon, peu importe, c'est 2 puissance n, hein, désolé, eh bien, on va calculer un préfixe en fonction de ça. Ouais, c'est pas simple, Youssef. Déjà, il faut tout renuméroter, donc déjà, ça, c'est compliqué. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'espère que vous l'avez tous compris. Donc, on parle plus de classe. On vous donne deux informations, d'accord? Donc, ici, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, j'ai un masque qui est celui que je vous donne ici, hein, 255-248. En me basant sur la valeur 248, je la convertis en binaire. Je me rends compte que les 5 premiers bits sont positionnés à 1, ce qui veut dire que 16 plus 5, ça va me donner un masque qui est long de 21. D'accord? Donc, en théorie, ce réseau peut contenir jusqu'à combien de machines, s'il vous plaît? Ah ben, c'est déjà écrit. Donc ici, si j'en ai 21 à droite, j'en ai 11 à gauche, à droite, ce qui veut dire que je peux avoir 2 puissance 11 moins 2 machines, soit 2048, 46, qui est plutôt pas mal. D'accord? OK? Mais le prix à payer, c'est que maintenant, il faut configurer non seulement l'adresse, mais également le masque. C'est comme ça. OK? Bon, ça fait déjà moins d'une heure qu'on est là. Je pense qu'on a bien avancé. Alors, oui, Oriana, c'est une bonne question. Même si on utilise des classes aujourd'hui et que le masque est du coup un masque naturellement qui découle de la classe, on est obligé d'introduire un masque puisque la classe n'est plus considérée. D'accord? Donc, plus aucun routeur ne va inspecter la classe pour connaître la taille du préfixe. On fait le masque systématiquement, même si finalement, on utilise toujours la notion de classe. D'accord, Oriana? C'est une bonne question. Est-ce que tout le monde suit là? Alexandre, ça va, Alexandrou, Keiji, Dimitri, merci Julien, merci Lina, merci Perrine, Ethan, Soutil. Bon, bah, c'est bien, je vois beaucoup de pouces jaunes. C'est des choses qui sont simples, il ne faut pas vous prendre la tête et y aller progressivement, d'accord? Merci, merci, merci. Merci Amira, Ludovic, Fatou, Minang, Florian. Allons-y. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que, à nouveau, comme on l'a dit, on s'est retrouvé avec des classes. D'accord? Par exemple, la classe B. Et le problème de la classe B, c'est qu'à nouveau, hein, une adresse de réseau, ce sont des machines appartenant au même réseau, c'est-à-dire au même réseau local. Ce que vous comprenez bien que si j'ai 2 puissance 16 moins 2 machines, est-ce que je peux les mettre sur le même réseau Ethernet, s'il vous plaît? Est-ce que sur un réseau Ethernet, je peux avoir 2 puissance 16 machines? Même s'il y a des switches et des commutateurs. Hein.
C'est impossible. Donc, du coup, on a dû trouver une solution. On a dû trouver une solution. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de faire ce qu'on appelle le subnetting. Je m'explique. Donc, j'ai une classe B. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que normalement, la classe B, ça me donne une division 16-16 pour l'identifiant réseau et l'identifiant machine. Ce qui est beaucoup trop gros. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire déplacer cette frontière ici et d'introduire un masque qui permet d'avoir un préfixe plus long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre adresse de classe B originale, initiale, hein, et on va profiter du host ID ici, qui est sur 16 bits. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir voler 3 bits au host ID, de façon à pouvoir étendre le préfixe de 16 à combien cette fois-ci? Si je rajoute 3 bits, ça fait un préfixe de combien, s'il vous plaît? Petite réponse dans le chat, 19 exactement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que comme vous le voyez, au lieu d'avoir un slash 16, j'ai un slash 19. Donc finalement, le host ID va être codé sur combien, lui, maintenant? Au lieu d'être sur 16, il sera sur combien? Sur 13. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au sein de mon gros réseau, qui est un slash 16, je vais venir créer des plus petits réseaux, des LAN, qui eux sont en slash quoi? En slash 19. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, ces réseaux-là, je vais les connecter grâce à quoi? Grâce à des routeurs. Donc, je crée une subdivision supplémentaire. Donc, au lieu d'avoir un seul LAN pour le slash 16, je vais introduire plusieurs LAN interconnectés par des routeurs de puissance exactement. Tout à fait moi-même. Donc, ça veut dire qu'en théorie, si j'ai mon slash 16 et que j'ai 3 bits pour identifier chacun des LAN, je peux en avoir un maximum de puissance 3, c'est-à-dire, allez, petit calcul là qui fait mal à la tête, 8. D'accord? Donc maintenant, cette frontière, je peux la déplacer comme je veux. Hein. Là, j'ai fait un découpage 3, 3, 13. J'aurais pu déplacer. Alors, comment on fait? L'UI, c'est une bonne question. Je vais introduire un masque. Donc, ça veut dire que de l'extérieur, le masque sera 255.255.0.0. Et à l'intérieur, c'est quoi les masques que j'ai? Je vous écoute. À l'intérieur, ce sera quoi le masque, du coup, pour traduire le fait qu'on a un slash 19? Allez-y, faites vos calculs. Je fais en parallèle si vous le souhaitez. Alors, non, le masque, il faut que tu positionnes les 3 premiers bits à 1, s'il te plaît. Alors, ça fait 128 plus 64 plus 32. 224.0. D'accord? Et donc ça, le 224, ça montre qu'il y a 3 bits qui sont positionnés, plus 16, ça fait bien 19. D'accord? Donc tout est défini par l'existence d'un masque qui en interne sera en slash 19, à l'extérieur en slash 16. On est d'accord avec le subnetting? Ou je réexplique? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je réexplique, sachant que, bon, si vous relisez, je pense que ça devrait aller. Bon, je vois quelques pouces. Alors, bon, pour les classes B, donc on a fait le subnetting. D'accord? Donc, ça revient à faire quoi? Eh bien, pour les classes B, on subdivise un slash 16 en plusieurs sous-réseaux. Par contre, lorsqu'on fait supernetting, c'est l'inverse. On fait ça pour les classes C. Et les classes C, on a dit que normalement, il y a combien de machines sur un classe C? C'est 24 et 8. Alors 8, c'est combien de machines? C'est 256 moins 2. Exactement. C'est pas énorme. C'est pas top. Donc là, au même titre qu'on est passé de 16 vers une valeur plus grande, nous, sur le subnetting, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de passer de 24 à quelque chose de plus petit, voire même 22, etc. Comment faire cela? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs adresses de classe C, des classes C qui ont un slash 24 par nature,
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les choisir de manière intelligente et on va prendre des adresses de classe C qui, comme vous le voyez, sont contiguës. De 0, je passe à 1, de 1, je passe à 2, à 3. Donc, vous voyez que ces adresses-là sont des adresses contiguës. Elles se suivent, ces adresses. Et du fait de pouvoir se suivre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir toutes les agréger en me basant sur ces 3 bits. Donc, ça veut dire que maintenant, ce que j'ai créé, c'est un préfixe qui n'est plus en slash 24, mais du fait d'avoir associé plusieurs classes C, j'ai un gros bloc qui ici sera un slash 21. D'accord? Puisque le plus important, c'est que toutes ces adresses aient le même préfixe. Ok? Donc, dans un cas, j'ai une grosse classe B que je sous-découpe. Dans l'autre cas, j'ai plusieurs petits réseaux. Je donne des classes C que j'agrège pour donner un préfixe plus court. Sommes-nous d'accord? Donc, j'ai un schéma tout à l'heure pour vous montrer un peu. Donc, regardez. Donc, subnetting, regardez ce qu'on fait. On prend le slash 16 qu'on peut subdiviser au fur et à mesure en 2 pour avoir en 2 slash 17. Donc là, j'ai un bit qui identifie sous réseau. J'en ai que 2. Ici, je pique 2 bits. 2 bits pour host ID, ça veut dire que je peux en avoir 4. Et ici, j'en ai piqué combien, s'il vous plaît? J'en ai piqué combien? J'en ai piqué 3, ce qui veut bien dire que j'en ai 8. 8, 4, 2. Donc là, tout dépend des besoins que vous avez. Est-ce que vous avez besoin… Ça permet, Boris, à nouveau, ça veut dire que ton réseau, il a un slash 16. En théorie, il ne peut y avoir qu'un seul LAN. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'un slash 16, c'est 2 puissance 16 moins 2 machines. C'est impossible de toutes les utiliser. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on subdivise en plus petits réseaux connectés avec des routeurs, sachant que lui, là, il y a un gros routeur pour ton réseau. Mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va subdiviser en plus petits réseaux interconnectés par des routeurs. Et donc, au sein de chacun de ces LAN, tu vas donner un des slash dont tu as besoin. Donc là, la subdivision, elle dépend de 1, le nombre de LAN, donc cette valeur-là, hein, 2, 4, 8. Donc, ça dépend des LAN. Et combien de machines tu as? Combien de machines est-ce que tu as par sous-réseau? Donc, ce qu'on appellera les LAN, là, c'est ce qu'on appelle des sous-réseaux normalement. D'accord? Alors, plusieurs questions que je vois. Subdiviser permet d'être plus précis. Oui, ça veut dire que ça te permet d'avoir plusieurs sous-réseaux. D'accord? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un seul réseau avec un seul slash 13, tu peux subdiviser en plusieurs hiérarchies. J'ai juste pas compris comment on recalcule les adresses. On les recalcule pas. C'est juste le préfixe que tu utilises. D'accord? Et à nouveau, d'accord? Donc, je vais te le refaire hein, si tu préfères. Donc, attention, Dan. Donc, on a un slash 16. Oh purée, j'ai lancé la deuxième animation et j'ai plus de place. Alors, laissons l'animation se terminer. Donc là, le slash B, c'est en 16. La subdivision, ça revient à venir piquer des bits supplémentaires sur le host ID initial. Et ces bits, c'est ce qui va identifier ton sous-réseau au sein de ton gros réseau. Et donc, tout dépend de combien de sous-réseaux tu as. D'accord? Si par exemple, allez, prenons l'exemple, j'ai 16 sous-réseaux en tout. Ici, j'ai besoin de combien de bits? Si j'ai 16 sous-réseaux, exactement, parce que ça, c'est égal à 2 puissance 4, donc je vais mettre 4 bits. Et là, il reste combien pour le host ID, du coup, s'il vous plaît? 12. Donc, je peux avoir combien de machines? En tout, 2 puissance 12 moins 2. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est tout. C'est au lieu d'avoir une classe B pour tout un réseau, ce que je fais, c'est je crée plusieurs sous-réseaux connectés par des routeurs. On est d'accord ou pas? Simple. Ok, deuxième exemple, c'est le subnetting. Donc, le supernetting, pardon. Donc là, le subnetting, c'est je prends plusieurs adresses de classe C contiguës de façon à ce que je puisse faire des groupements. Donc là, vous voyez, si j'en prends 2, ça me donne des slash 23. Si je prends 2 slash 23, c'est-à-dire si j'en prends 4 initialement, ça me permet d'avoir un slash 22. Et si je prends
la totalité, ça me permet de faire un slash 21. Donc, vous voyez, donc là, c'est l'exemple contraire. C'est j'ai un réseau que je vais subdiviser en 2 et que je vais subdiviser en 4. D'accord? Donc, c'est l'approche inverse. Donc, je pars de petits réseaux que j'agrège au fur et à mesure, tandis que dans la B, c'est j'ai déjà tout et je subdivise selon ce que j'ai. D'accord? Donc, dans un cas, on part d'un gros bloc et je subdivise en plus petits morceaux. Dans l'autre cas, j'ai déjà les petits morceaux que je vais agréger pour former un masque plus court. Bien sûr. Alors, Candice, c'est une bonne question ce que tu es en train de dire, mais à nouveau, prends le cas de Jussieu. Jussieu avait un slash 16. Dans les années 70, Jussieu, c'était un ordinateur. C'était une machine. Véridique, hein? Moi, quand je suis né et que j'allais sur Jussieu, ben, il y avait un calculateur, une seule machine. D'accord? On allait avec des caddies, avec des cartes perforées. Sauf que le problème, c'est qu'ensuite, on a eu 2, 3, 4, 100 machines. Sur un réseau, ça suffit. Mais dès lors qu'on a commencé à avoir plusieurs milliers de machines, il a fallu subdiviser en plusieurs sous-réseaux, puisque un réseau, ça ne peut être que quelques centaines de machines. Donc, plus tu augmentes le nombre de machines, plus il faut que tu fasses des subdivisions. Et les commutateurs, on l'a dit, ne suffisent pas dans ce cas-là, puisque tu ne peux pas en avoir infiniment. Donc, il a fallu trouver un moyen d'utiliser ce slash 16, qui est normalement pour un seul sous-réseau, pour numéroter plusieurs sous-réseaux dans ton site. D'accord? Donc, on parle encore de la classe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on avait originalement et qu'on a dû donc nous-mêmes subdiviser pour créer le CIDR avec des masses de longueur variable. D'accord? Mais ce que je cherche à te dire, et la chose suivante, c'est que si par exemple je te donne l'adresse 132.227.160.3, est-ce que tu peux me donner le masque, Candice? Candice, je t'écoute. Est-ce que tu peux me donner le masque? Ben non, tu ne peux pas savoir. Donc, pour savoir où est la fameuse frontière, tu ne peux le savoir que si je te dis que le masque, c'est ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus de classe, puisque ça ne suffit pas. Et là, j'ai oublié un 2, mais tout le monde aura compris. Hein. Donc, voilà. Allons-y. Passons à la suite. Ça va préciser un peu plus les choses. Hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs transparences sur la même notion pour vous aider. Donc, comme vous le voyez, le fait d'avoir des préfixes et de les attribuer de manière à ce qu'ils puissent être agrégeables, que ce soit plusieurs classes C ou que ce soit plusieurs adresses de sous-réseau, le but, c'est de faire quoi? C'est de créer une hiérarchie où au sein d'un même site, j'ai plusieurs adresses contiguës qui peuvent être du coup résumées en une seule adresse. Et si je fais ça à plusieurs niveaux de l'Internet, donc à mon niveau, j'ai mon réseau au sein de, je sais pas, de la PPTI, qui appartient à un réseau plus gros au sein de Sorbonne. Sorbonne appartient à un réseau qui est plus grand au niveau de l'Île-de-France, qui correspond à toutes les universités de l'Île-de-France. Ensuite, au niveau français, etc. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, je peux créer de cette façon-là une hiérarchie. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Et Shems, je reviens vers toi. Donc, ça veut dire que maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à nouveau, j'ai des institutions. Ces institutions ont plusieurs sous-réseaux. Là, j'ai pris les exemples en slash 24, peu importe. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà. Donc, chacune de ces adresses peuvent être agrégées. Donc, ça veut dire que de l'extérieur, chaque sous-réseau est vu comme un préfixe qui masque les détails du sous-découpage. D'accord? Mais ces adresses, elles proviennent de quoi? Elles proviennent du fournisseur d'accès. Donc, ça veut dire qu'à vrai dire, il faut regarder les choses à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais m'informer m'abonner auprès d'un fournisseur qui, lui, a un certain nombre d'adresses. Parmi ces adresses, il va m'en donner un petit morceau selon mes besoins et selon ce que je veux payer. Parce que plus j'en ai besoin, plus je paye. Hein. Les adresses IP, c'est payant. D'accord? Donc, du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut le voir à ce niveau-là. Donc, le fournisseur d'accès fait un sous-découpage selon les besoins. Ce fournisseur d'accès, il tient son slash 20 d'où? D'un plus gros fournisseur d'accès qui, lui, a un slash 16, qui lui-même appartient éventuellement à un autre, donc qui, lui, a un slash 10.
Donc, vous voyez que par hiérarchisation, ok, c'est comme ça que finalement, un très gros préfixe est sous-découpé en plus petits préfixes qui eux-mêmes sont sous-découpés, etc., etc. Donc, quand vous, quand vous posez la question, il faut vraiment comprendre que les choses découlent de l'adresse qu'on m'attribue et qu'à partir de ça, je fais ce que je peux. Donc, le supernetting ici, ben, là, c'est juste le fait que j'ai des classes C qui peuvent être agrégées sous la forme d'un stage 23. C'est tout. D'accord? Bon. Donc, maintenant qu'on a compris comment les adresses étaient attribuées, maintenant, je peux savoir quelle est la destination. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CIDR a quand même eu des effets de bord. Donc, plaçons-nous dans le cas où on était à l'époque des classes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une table, et comme on l'a vu, une table, hein, c'est très simple, c'est une liste d'adresses destination, des adresses réseau généralement, parce qu'on a dit qu'on ne va pas. Louia est intransparent tout à l'heure sur ta question. Donc, l'étape de routage, c'est quoi? C'est une liste de destinations pour chacune desquelles je vais spécifier les interfaces. OK? Donc, ça veut dire que lorsque je reçois un paquet avec une adresse destination, je vais regarder quoi? La classe. Donc là, c'est une classe C. Si c'est une classe C, le préfixe est sur 24 bits. Je vais chercher ce préfixe-là dans la table. Bingo! Ça y est. Donc, j'envoie le paquet sur l'interface 2. On est d'accord? OK? Très simple. Classe, taille de préfixe, je trouve l'entrée dans la table. Point. Donc ça, c'était plutôt simple. Maintenant, avec le CIDR, on a un nouveau problème. Et le problème, il est lié au cas de figure que je vais vous décrire ici. D'accord? Bon, c'est plutôt c'est un cas de figure assez classique. Donc, disons qu'on a deux FAI ici, et que moi, et qui ont plusieurs clients, ou des sociétés. Et moi, je suis la société D ici, cette institution-là. Comme vous comprenez bien, bah, moi, je dépends de mon accès à Internet. Si mes employés ne peuvent pas répondre à leurs emails ou se connecter sur certains sites, je perds de l'argent. Donc, du coup, ma connexion Internet, elle est super importante. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Plutôt que de dépendre d'un FAI parce qu'il peut y avoir des pannes, et peut-être que pendant quelques heures, je ne peux pas accéder à mes mails, ce qu'on fait aujourd'hui, les petits malins, c'est qu'ils font du multi-homing. Ils sont multi-domiciliés, c'est-à-dire qu'ils vont s'abonner auprès de deux fournisseurs. C'est comme si chez vous, d'accord, bah, vous aviez besoin d'être joignable sur le téléphone, donc du coup, vous avez deux cartes SIM. Sauf qu'au lieu d'avoir un numéro par carte SIM, ce qu'on va faire, c'est que mon numéro va être partagé sur les deux chemins. Là, par agrégation, il sera partagé au sein du 21, et le FAI2, ben, il va utiliser mon numéro que lui, il ne peut pas agréger et l'injecter dans Internet. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je regarde dans les tables, j'ai combien d'entrées pour joindre D, pour joindre l'adresse 2.1.10.6.0/23. J'en ai combien des chemins? J'en ai deux. J'ai l'un qui passe par le FAI 1, on dira. Bon, alors, j'aurais dû le mettre en rouge, donc je vais mettre le 2. Et l'autre chemin, toujours vers la. Alors, ouais, du coup, 10.0.0.21, FAI 1. Donc, j'ai deux chemins possibles. Donc, ça veut dire que quand je suis un routeur, maintenant, j'ai le choix entre aller sur ce chemin-là ou aller sur ce chemin-là. D'après vous, je vais choisir lequel? Parce que je ne peux pas utiliser les deux. Hein. On a dit que dans Internet, je fais du chemin unique. Donc, si j'ai deux chemins, j'ai le choix, il faut que j'en choisisse un. Lequel je vais choisir si je suis en routeur? Le rouge ou le vert? Alors, allons-y. Qui dit vert, c'est celui qui dit rouge met le pouce. Celui qui dit vert met quoi? Je ne sais plus. Il met l'applaudissement. Allons-y. Oh, il y a beaucoup d'applaudissements. Donc, il y a quand même un peu de rouge aussi. Oh, bah, c'est partagé. Bon, vous voulez savoir la bonne réponse? Alors, ouais. C'était quoi la bonne réponse d'après vous? Eh bien, c'était le vert. C'est le vert gagnant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, je vais vous expliquer la règle. La règle est la suivante. Donc, vous comprenez que maintenant, d'accord, le but ici, c'est d'avoir compris quelque chose de simple. C'est que une même adresse, sachant que maintenant, je ne sais pas quel est le préfixe, je ne peux pas savoir quel est le préfixe. Puisque quand je reçois un paquet, il n'y a pas de masque. Je peux me trouver dans des tables où il y a deux adresses qui peuvent faire l'affaire. Et comme dans ma table, j'ai aucune information qui me permet de classer les chemins entre eux, il faut que je fasse un choix arbitraire.
Donc, quand je regarde la table, je peux faire un choix en me basant sur quoi? Bah, par exemple, je peux classer les entrées selon l'identifiant d'interface. Ce que je peux faire, c'est quoi d'autre? C'est regarder la taille du masque. Et ce que je peux dire, c'est toujours choisir l'entrée qui partage le préfixe le plus long. Donc là, j'ai un préfixe partagé qui est long de 21. Là, j'ai 23. La règle qu'on applique, c'est comme ça, c'est qu'on choisit le plus long. Donc du coup, la bonne réponse, c'était le vert. Et c'est ce qu'on appelle le LPM, pour Longest Prefix Match. Donc là, vous comprenez bien que, sachant qu'il n'y a pas de masque dans mon paquet, je ne peux pas savoir quelle est la longueur ici. Donc du coup, comme il peut y avoir plusieurs chemins, il va falloir que je trouve celui qui partage le plus long. Donc en théorie, ça veut dire quoi lorsque je scrute ma table? Est-ce que je m'arrête lorsque je tombe sur la première entrée? Est-ce que là, je peux faire stop? Quand je trouve une première entrée qui match, est-ce que je m'arrête ou je continue? Eh oui, je dois continuer. Et en théorie, il faudrait parcourir toute la table. Et ça, c'est un des problèmes du CIDR. À nouveau, quand j'avais des classes, avec classe, c'est une entrée. Avec le CIDR, c'est-à-dire sans classe, c'est plusieurs entrées. Comme c'est plusieurs entrées, il faut que je trouve la meilleure, entre guillemets. Et la meilleure, c'est la plus longue. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le CIDR a été introduit en 1990, dans le courant des années 90. Et du fait d'être obligé de faire cela, ça a totalement ralenti les routeurs, mais ils étaient 10 fois, voire 100 fois plus lents qu'à l'époque. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit des solutions dont on ne va pas parler aujourd'hui, on les verra en master pour ceux qui vont faire réseau. Une première solution, c'était de se dire, plutôt que de structurer ma table de manière linéaire, ce qui fait que je dois donc la parcourir de manière linéaire, on a créé des arborescences. Pourquoi? Parce que faire une recherche dans un arbre, on a des algorithmes qui sont très efficaces. Alors, KG, c'est une bonne remarque, mais on prend le plus long. On ne prend pas la première. Et un exemple d'arbre qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les patriciatries. Et je ne me suis pas trompé dans l'orthographe. Pourquoi? Parce que c'est des algorithmes et des structures qui proviennent du retrieval. C'est un domaine de l'informatique. Et donc, voilà, le try, ça vient de retrieval. D'accord, pardon. Try, ça revient de retrieval. Et la solution 2, c'est bien évidemment de créer l'algorithme de recherche dans l'arbre au niveau matériel, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est plus au niveau logiciel, mais on crée des algorithmes de recherche des tables qui se fait au niveau matériel et qui rend les routeurs beaucoup plus rapides. Mais au début, on n'avait pas la technologie. Donc, ça ralentit les choses. En tout cas, voilà, le LPM, c'est une conséquence du CIDR. D'accord? Donc, regardons ce qui s'est passé. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est que là, le petit pic que vous voyez, ça, c'était l'utilisation des classes. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, on s'est rendu compte que si vous faites un zoom, et on s'est rendu compte que si on continuait, ça aurait été exponentiel. Du coup, ici, on a introduit le CIDR à ce moment-là. Et vous voyez qu'au lieu d'être exponentiel, on est parti en linéaire. Donc finalement, le CIDR à nouveau, exactement, Cosselia, c'est une bonne réponse pour le KG. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se rend compte ici? On se rend compte que au lieu d'être exponentiel, on continue à croître. Pourquoi? Parce que l'Internet grandit. Donc, on a de plus en plus de machines. C'est normal que les tables augmentent, et pas de manière exponentielle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu ralentir cette augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a un compromis entre taille de réseau et taille des tables. Donc, faire du linéaire, c'est ce qui donne un compromis acceptable, même si ça continue à croître. Bon, ce qu'on a observé ensuite, c'est qu'on a eu le boom Internet. D'accord? Le boom de l'Internet, c'est dans les années 2000. Hein. C'est là où il y a eu des startups pour tout et n'importe quoi. D'accord? Et donc, typiquement, ça a créé une espèce d'envolée avec des pratiques telles que la multidomiciliation qui n'étaient pas forcément très avantageuses et qui ont fait que ça a créé des problèmes. Ensuite, il y a eu la bulle et là, vous pouvez voir que les tables ont même à certains moments diminué puisque
sociétés ont mis la clé sous la porte et donc ont libéré leurs adresses IP qui ont disparu des tables. Et donc aujourd'hui, on en est où? Si vous regardez, j'ai fait un zoom sur les chiffres les plus récents. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est exponentiel ou pas? On est mitigé. D'accord? Donc, c'est des choses qu'on surveille pour savoir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est, vous voyez, le fait d'avoir introduit CIDR, ça a permis de réduire la taille des tables, même si ça ralentit les routeurs et qu'on a mis quelques années pour trouver les technologies pour faire du parcours de table qui soit efficace si à présent on n'utilise plus les classes. D'accord? Est-ce que vous êtes OK avec tout ça, jeunes gens? C'est bon? Alors, moi, j'ai une question pour vous, parce que je pense que là, on est quasiment arrivé à la fin. Ouais, on est quasiment à la fin. Bon, on a vraiment beaucoup de temps devant nous. Moi, j'ai une question pour vous, jeunes gens. Est-ce que je peux vous la poser ou pas? Alors, attention, pour ceux qui sont un peu perdus pour l'instant dans le cours, inutile de vous complexifier la vie avec des questions qui vont peut-être vous troubler. Donc, pour ceux qui sont un peu largués, posez vos questions, répondez pas à la mienne. Moi, j'ai une question qui est la suivante. Donc, si on revient sur ce cas de figure ici, on a dit qu'un des problèmes est lié au fait que lorsque je reçois adresse, je n'ai aucune information concernant le masque. Alors, une question qui est récurrente et que me posent certains étudiants parfois, c'est: mais monsieur, dans le paquet alors, pourquoi en plus de l'adresse, je ne mets pas le masque? Pourquoi je ne rajoute pas l'information concernant quel est le masque de l'adresse pour faciliter la recherche dans la table? Pour qu'il n'y ait plus un problème de choix. Est-ce que quelqu'un arrive à voir pourquoi c'est pas forcément une très bonne idée de faire ça? Vous comprenez? Donc, informer les routeurs du masque et de la longueur du préfixe. Est-ce que quelqu'un arrive à voir? Je vous laisse un peu réfléchir parce que ça vaut vraiment le coup de se la poser cette question. Et je vais vous donner la réponse, hein, vous inquiétez pas. Oui, ouais, ouais, oui, Manon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas le plus grave peut-être. Oui, il faut lire le masque, mais ça permet ensuite d'économiser le temps, Boris. Ça doublerait la taille. Oui, exactement. Bon, ça prendrait plus de place dans l'entête, je suis d'accord avec toi, Théo, mais c'est un compromis, hein. On essaie d'aller plus vite et ça vient avec le prix de rajouter 32 bits. Ça prendrait plus de temps. Alors, Boubou, il faudrait que tu expliques un peu plus. Oui, ça va consommer de la place, mais bon, c'est que 32 bits finalement. Alors, je répète la question, Ibrahim. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est qu'ici, on ne peut pas répondre sur quel est le préfixe le plus adapté. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le masque de l'adresse. Alors, l'idée, c'est de dire, en plus de l'adresse que je mets dans le paquet, donc ça, c'est mon paquet IP, pourquoi ne pas rajouter en plus le masque pour qu'il n'y ait plus de problème? Je suis d'accord, Julien, ouais, ça pourrait être un problème. Ouais, ça permettrait de donner des informations complémentaires, mais tu as déjà l'IP. Tu vois ce que je veux dire? L'IP, c'est déjà l'information principale, c'est l'IP. Donc, l'IP, elle est déjà connue puisque tu la trimbales dans le paquet. Alors, Alice, c'est quasiment ça, c'est pas tout à fait ça. Mais non, un seul masque, Myriam. Pour une adresse, tu as un masque. Ouais, mais là, c'est une IP, un masque, hein. Donc, bon, regardez le problème qui se pose. Donc, je voulais que je vous donne la réponse ou je vous laisse réfléchir encore un peu. Vous voulez que je vous la donne? Ok, allons-y. Donc, pour ce faire, je ne sais pas si je peux faire white ici, là. Ouais, alors regardez. Regardez ce qui se passe. Donc, on l'a expliqué, hein. Un réseau, donc, c'est hiérarchique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau le plus large, j'ai peut-être un slash 8. Ensuite, j'ai peut-être un slash 10. Ensuite, alors j'aurais dû mettre des couleurs différentes, peu importe. Ensuite, j'ai un slash 14, éventuellement. Et ensuite, j'ai un slash 19, etc. Donc tout le monde voit ça? Alors pourquoi là, j'avais mis 19, j'avais mis quoi? Je me rappelle même plus. 10. Oh non, c'était 14 là.
Est-ce qu'on est d'accord avec cette représentation-là? Donc, tout le monde arrive à comprendre que finalement, c'est quelque chose qui est hiérarchique. Alors, Boris, je ne sais pas pourquoi tu dis non, et Johan, je n'ai pas vu à quel moment vous m'avez dit, mais grosso modo, c'est hiérarchique un réseau. Donc, d'accord, donc ça veut dire que j'appartiens à un réseau qui est plus grand. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, lorsque j'envoie un paquet, d'accord, et lorsque j'en reçois un également, hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ici, ça veut dire que cette machine, c'est un slash 19. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, ça veut dire que lorsque je vais envoyer mon paquet, si je rajoute le masque, ici, je vais mettre le fait que le masque, c'est un slash 19. On est d'accord? Ok, donc je vais dire slash 19. Sauf que, regardez le problème qu'on a. Est-ce que ce routeur, lui, dans sa table, il a le détail de l'entrée de ce réseau-là? Est-ce qu'il a cette information-là dans sa table? Ah non, il ne l'a pas, puisque j'agrège. Donc, du coup, le fait de donner le masque, ça lui sert à quoi? Ça lui sert à rien. Parce que lui, il aura certainement des préfixes avec des masques qui, a priori, seront supérieurs à un slash 19, puisque je fais CIDR et que j'agrège. Donc, le fait de savoir que c'est un slash 19, est-ce que ça m'intéresse? Et le problème se pose partout, hein. Le seul routeur qui sera intéressé, c'est le dernier. C'est un peu trop tard quand même, non? Donc, vous voyez, mettre le slash 19 ici n'a aucun intérêt pour tous ces routeurs ici. Lui, il s'en fiche, puisqu'il n'a pas l'information. Donc, vous voyez, rajouter le masque, ça n'apporte strictement aucun avantage, puisqu'il y a peu de chances que le slash 19, l'entrée slash 19, soit comprise dans leur table. Est-ce qu'on est d'accord ou vous voulez que je refasse un schéma? Juliane, merci. Mohamed. Ok, très bien Mobou. Vivian, merci. Ethan, merci. Ali, merci. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, hein. On a perdu une dizaine de personnes là, depuis la question. Là, je pense qu'ils ont jeté l'éponge. Ça y est. Allons-y. Donc, reprenons. Alors, juste pour conclure, parce que c'est des questions qui m'ont été posées, vous voyez, j'avais bien prévu le coup. Donc, on l'a dit, l'attribution se fait de manière hiérarchique, mais il faut bien qu'il y ait un début. Dimitri, pour le faire, le routeur peut pas le faire, il faut qu'il l'apprenne. Sauf que selon ton niveau, tu n'as pas le détail de l'information concernant la topologie. Oui, mais du coup, Boris, si le 19 est dans le 8, on est d'accord, mais encore, entre le 19 et le 8, il y a des niveaux intermédiaires. Donc, comment trouver le niveau intermédiaire? Voilà. OK? Bon, peu importe. Donc, on a dit que c'est une attribution hiérarchique. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que généralement, donc, mon père, qui est en slash 8, me donne le préfixe que je vais utiliser. D'accord? Mais il faut bien qu'il y ait un niveau supérieur. D'où tout part. Eh bien, là où tout part, c'est l'ICANN. Donc, l'ICANN, lui, il a les 2 puissance 32 adresses. Elles lui appartiennent, ces adresses. Et ce qu'il va faire, c'est que plutôt que les attribuer à Free ou à moi, parce que dans ce cas-là, il y aurait des demandes incroyables, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé la région, le globe, d'accord, en plusieurs RIR. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, tout ça, ça a été découpé et on a donné des blocs à chacun des RIR. D'accord? Et ces RIR sous-traitent le découpage de toutes les adresses IP et vont gérer chacun de leurs blocs. Donc, ces RIR ont des noms qui dépendent, donc bien évidemment, de la région où on est. Donc, on a l'ARIN for America, Afrinic pour Africa, APNIC pour Asia, RIPE pour l'Europe et la Russie, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ensuite, au sein de chacun de ces RIR, on a également un sous-découpage supplémentaire. D'accord? Mais en tout cas, donc l'ICANN donne des sous-blocs aux RIR, les RIR qui les distribuent, par exemple, aux FAI ou aux grandes institutions. Donc, vous voyez, donc plusieurs niveaux d'allocation où j'ai un gros bloc, je donne un sous-bloc qui est attribué par plus petits blocs, etc. Vous voyez, donc il y a un niveau
d'accord, de hiérarchisation dans la location. Donc, j'attribue des blocs qui sont sous-découpés en sous-blocs et chaque sous-bloc sont attribués au suivant qui lui aussi peut diviser son sous-bloc en plus petits sous-blocs, etc. D'accord? Mais en tout cas, le point culminant de tout ça, c'est l'ICANN. D'accord? Qui gère donc les adresses IP, mais également les numéros de port, enfin tous les identifiants qu'on utilise dans Internet, dans IP, sont gérés par l'ICANN. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pour vous montrer comment les choses se passent. Donc aujourd'hui, une question se pose qui est une question tout de même qui est assez cruciale, qui est de savoir que en théorie, effectivement, on a plus de 4 milliards d'adresses. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, bon, 4 milliards, ça paraît suffisant. Ben non, ça ne le paraît pas parce qu'on verra qu'on a parlé des classes ABC, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs autres types de classes, excusez-moi. Alors, plusieurs autres types de classes. On a la A, B, C. On finit dans quoi hein dans un quart d'heure. D'accord. Alors, on a ABC, mais on a aussi d'autres comme la E. Et la E, elle est par exemple réservée pour des usages futurs. Donc, personne ne peut l'utiliser. Et ensuite, comme on l'a dit, parmi les adresses de classe A, B, vous vous rappelez à Jussieu, 90% de gaspillage. Donc, ça veut dire que ces adresses, personne ne peut les utiliser. Donc, vous voyez que ce n'est pas des milliards qu'on a, parce que finalement, il y en a qui sont réservés, il y en a qui sont non utilisés et qui ne peuvent pas être utilisés ailleurs. Donc, ce qui fait que, attention, ça peut paraître gros, mais ce n'est pas si gros que ça finalement si on retire toutes ces adresses. OK? Donc, et qui plus est aujourd'hui, ben, comme je vous l'ai expliqué, équipement électrique, d'accord, qui fonctionne à l'électricité, carte, Internet. On le connecte à Internet. OK, que ce soit par Bluetooth ou par d'autres, n'importe quel équipement aujourd'hui a une adresse IP. Que ce soit votre rasoir électrique, que ce soit votre yaourtière ou quoi que ce soit, on rajoute une connexion Internet. Donc, ces machines ont besoin d'IP. Donc, finalement, ça ne correspond plus à une population d'êtres humains. Et là, on a vraiment des machines qui, elles aussi, se connectent par elles-mêmes. D'accord? Donc, ce qui fait que on s'est bien rendu compte de tout cela et on s'en est rendu compte dès les années 90. Et c'est à ce moment-là que la version IPv6 est apparue, puisqu'aujourd'hui, ça, c'est de l'IPv4. D'accord? C'est la plus courante. Mais aujourd'hui, on a également l'IPv6. Alors qui, elle, introduit des adresses sur 128. Sauf que, du point de vue des réseaux, on ne les utilise pas encore. Et ça, c'est un problème. Alors, le pourquoi, on peut rentrer dans ces discussions-là en TD si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, cette solution-là, même si elle existe depuis 90 et que les machines sont capables de faire de l'IPv6, eh bien, on ne l'utilise pas. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est une adresse IPv4. Il y en a certaines, par exemple, Free vous donne aussi une adresse IPv6, mais encore faut-il que vous trouviez des serveurs qui comprennent IPv6. Et ça, c'est compliqué. Alors, l'ouai, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire cohabiter les deux. C'est soit tout est IPv6, soit tout est IPv4. Et aujourd'hui, comme il reste encore de l'IPv4, ça bloque IPv6. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Pour pallier au problème d'adresse IP insuffisante, on a introduit un certain nombre de technos qui étaient censés être des solutions à court terme, mais qui sont présentes depuis maintenant des dizaines d'années et qui font que, voilà, on a introduit le DHCP, on a introduit les NAT, on a introduit les adresses privées, on en parlera dans 2 semaines, d'accord? Mais tout ça, on les a introduits pour quelles raisons? Oui, on l'espère, Boubou, mais on verra qu'il y a des choses qui gênent. Comment changer l'IP? Il faut tout upgrader, tout renuméroter. Et c'est pour ça que c'est très coûteux. Donc, on a introduit ces technologies à court terme qui finalement se sont imposées. Chez vous, votre box fait du DHCP. Chez vous, votre box fait du NAT. Pourquoi? Parce que votre fournisseur d'accès à Internet vous donne une seule adresse IP. Pourtant, vous vous connectez à plusieurs sur votre box. Pourquoi? Parce que vous avez un NAT. On va expliquer le fonctionnement d'un NAT dans 2 semaines. D'accord? Mais en tout cas, voilà, on a essayé d'introduire ces technos. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'adresses IPv4. Pourtant, IPv6 aurait dû être la solution miracle, mais qui n'est pas encore adoptée. D'accord? Donc, pour faire passer en IPv6, il faudrait renuméroter toutes les machines. D'accord? OK? Alors, conclusion. Donc, à nouveau, les adresses ont une longueur, 32 bits pour IPv4, 4 octets. Elles sont hiérarchiques. Pourquoi? Parce qu'on veut faire une utilisation plus efficace des adresses, c'est-à-dire sans gaspillage, et également accélérer leur acheminement. D'accord?
c'est-à-dire se baser sur les tables plus petites. D'accord. Aujourd'hui, du fait qu'on utilise le CIDR, on a dit on fait du LPM. Donc, on va chercher l'entrée dont le préfixe partage le plus long préfixe avec l'adresse destination. D'accord. Et en résumé, voici ces 2 points. Et la semaine prochaine, on va parler du paquet IP et du protocole ICMP. D'accord. Donc voilà, donc on finit un peu plus tôt, c'est pas très grave. Si vous avez des questions, moi je reste en ligne.